Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après le journal, on vous propose notre deuxième édition de l'émission Quelle maire pour ma commune. Et restez bien avec nous jusqu'au bout pour un tour d'horizon sur les élections municipales avec Julia et Thomas. Et on donnera également la parole à notre invitée du jour, Sophie Pastor. Bonjour. Bonjour Annie. Alors vous êtes présidente de l'association Les Cœurs Éléphants. Tout à fait. Et ce vendredi, vous organisez un très gros événement pour la Saint-Valentin à Bettevillers, Rock'n'Love. Tout est dans le titre. Tout est dit. Et on en parlera plus en détail dans quelques minutes. Je serai en compagnie également de Sandrine. Salut. Salut Rani. Alors avec toi et nos internautes, on parle cérémonie des Oscars. Ouais. Et on verra ça tout à l'heure. Allez, hop, l'ambiance carnavalesque continue et les préparatifs aussi, notamment à Velferdin pour le défilé de chars de ce dimanche. Morane a suivi ce matin une équipe et on aura les images dans quelques instants. Le temps de regarder les brèves du jour. L'Aglo booste le très haut débit. Le gymnase de Rohrbach a subi la tempête Chiara. Une partie du toit a été emportée par le vent. Le complexe sportif et le parking sont condamnés jusqu'à nouvel ordre. Une bâche avec des chevrons va être installée pour couvrir le toit. La gare de Bitche aussi touchée par la tempête. Une partie du toit du hangar attenant a été arrachée par les rafales de vent. L'association T2SB, qui veut lancer un train touristique entre Sarreguemines et Bitche et qui a reçu la gestion de la gare, a prévenu la SNCF. L'apprentissage fait sa révolution. Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, les Greta et les CFA se sont regroupés. L'apprentissage n'est plus aux mains de la région et du rectorat et l'on passe du financement au groupe au financement au contrat. Une manière de rendre l'apprentissage à la carte plus proche des besoins des entreprises. Allez, hop, la cavalcade c'est ce dimanche à Sarreguemines. La cinquantaine de troupes et de chars partiront à 15h de la gare. Rendez-vous dans les rues du centre-ville pour les découvrir et attraper les friandises. Un événement qui rassemble chaque année des milliers de personnes à Sarreguemines. Les vents se sont calmés aujourd'hui, le ciel retrouve quelques touches de bleu. Focus sur la météo de demain avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La tempête s'éloigne peu à peu, mais la grisaille sera encore présente toute la journée de demain. Les averses sont encore prévues pour toute la journée avec de la pluie et neige mêlée le matin, mais se transformera en pluie au cours de la journée avec les températures qui remontent. Elles seront comprises entre 1 et 3 degrés au minimum et 5 à 7 degrés au maximum. Demain, le soleil se lèvera à 7h45 pour se coucher à 16h46 et nous fêterons les Félix. Et si on devait imager le calme après la tempête, je pense que cette photo serait parfaite. Elle a été prise à Rémolfin par Damien. Un grand merci à lui pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos plus beaux clichés à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. Accompagnement et bons conseils, le Pays de Bitche soutient la création d'entreprises. La tempête Chiara continue de faire parler d'elle. Elle a laissé pas mal de traces dans le secteur, arbres à terre, coupures de courant et beaucoup de toitures arrachées. C'est le cas du complexe sportif de Rohrbach-les-Bitches. Durant la nuit, une partie du toit n'a pas résisté à la puissance du vent et pour ne rien arranger, les fortes pluies ont légèrement inondé la salle. Un état des lieux avec Thibaut Desmerlet. On ne compte plus les dégâts causés par la tempête Chiara. Lundi matin, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour se rendre au gymnase de Rohrbach-les-Bitches. Les fortes rafales ont arraché une partie de la toiture. Avec l'arrivée de la pluie, le trou a laissé de l'eau stagner à l'intérieur. L'ensemble des cours de sport des classes de primaire et du collège ont été annulés. Les associations aussi ne pourront plus utiliser le complexe sportif jusqu'à nouvel ordre. Une première équipe des sapeurs-pompiers est intervenue pour enlever les débris autour du bâtiment. La seconde avait pour mission de détacher les panneaux menaçant de tomber. L'accès à la déchirure n'est pas évident, l'échelle arrive juste à sa hauteur. Il faut aller sur le toit en toute sécurité pour pouvoir se débarrasser des plaques dangereuses.
Le gymnase et le parking sont pour le moment condamnés. La réouverture du complexe se fera en fonction de la météo et de la rapidité de l'intervention du couvreur. La date est donc inconnue. Pour le moment, une bâche avec des chevrons va être installée pour couvrir l'ouverture. L'entièreté de la toiture ne pourra pas être renforcée dans l'immédiat. Les vents forts annoncés pour cette semaine risquent d'aggraver les dégâts. Ne parlez plus de Greta ni de CFA, mais bien de Greta CFA. Deux entités désormais regroupées dans le cadre d'une réforme de l'apprentissage, la loi Liberté de choisir son avenir professionnel. Jean-François Reinert, le proviseur du lycée Henri Nominé, a présenté hier soir cette révolution aux quelques chefs d'entreprise ayant répondu à son invitation. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. La formation est un univers très concurrentiel. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir un CFA. Sofitel, par exemple, a ouvert le sien. Pour maintenir et rendre concurrentielles leurs offres de formation et leur mission de service public, les CFA sont désormais regroupés avec les Greta. Ainsi, depuis le 1er janvier de cette année, les CFA de Sarrebourg, de Forbach et de Sarreguemines sont administrativement et juridiquement regroupés sous l'égide du Greta Lorraine-Est, le tout composant ce que l'on peut appeler un Greta CFA. Qui va donc être chargé de mettre en relation les offres, les demandes en tout cas d'emploi des entreprises avec les envies des jeunes à devenir apprentis. Pour les entreprises et les familles, un interlocuteur unique, le Greta Lorraine-Est. À travers cette réforme, la volonté est de répondre au mieux aux besoins des entreprises pour que la période d'apprentissage débouche ensuite sur un emploi durable. Ce qui compte, c'est d'être à l'écoute, d'avoir la souplesse et que d'assurer des modifications de formation dès que besoin s'en fera sentir. Il faut aussi que cela matche avec les jeunes, qu'ils aient envie de devenir apprentis. En finir avec les idées reçues qui prétendent que l'apprentissage n'est qu'une voie de garage pour les jeunes qui n'ont pas suffisamment de bons résultats à l'école. Il est aussi demandé aux entreprises de rendre les offres d'apprentissage visibles et attractives. Il en faut pour tous les parcours, tout le monde peut être heureux dans la vie et on peut très bien être plâtrier, extrêmement heureux et très bien gagner sa vie. Autre nouveauté, le lycée CFA Henri Nominé a créé la cellule de repérage des talents pour rechercher ce qui est susceptible de mettre en valeur un jeune aux yeux d'un employeur. Sont prises en compte les compétences scolaires, de savoir-être, de savoir-vivre, ainsi que l'envie du jeune de réussir. Sur notre territoire, le vivier est conséquent. Il y a par exemple 600 apprentis sur les 3 CFA regroupés avec le Greta Lorraine-Est. Donc, comme le disait M. Reinert, notre but c'est... C'est bientôt la grande cavalcade de Sarreguemines et qui dit cavalcade dit forcément char. Ce matin, l'association des citoyens du quartier de Velferdin est sur le pied de guerre pour terminer son char avant dimanche. Reportage de Morane Grandcola. Voilà le Taj Mahal de carnaval. Cette année pour la cavalcade, mais également pour sa traditionnelle Kapensitzung, l'association des citoyens du quartier de Velferdin s'est donnée pour thème Bollywood. Une trentaine de litres de peinture, environ 400 vis, une quinzaine de panneaux et une bonne huile de coude ont été nécessaires à la construction de ce char, à l'image d'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Chaque année, l'association souhaite construire et déconstruire pour innover avec l'aide de la société carnavalesque de Sarreguemines. Au départ, il n'y a qu'une remorque vide qu'il faut revêtir avant le grand jour. Il a fallu 5 jours de travail acharné à 7 membres bénévoles de l'association pour construire ce char hors du commun. Une trentaine de personnes défileront à son bord dimanche prochain pour la cavalcade internationale de Sarreguemines, ainsi qu'au traditionnel Kapensitzung, avant de terminer sa tournée de l'autre côté de la frontière par la cavalcade de Klein-Blittersdorf. Et l'association des citoyens du quartier choisit chaque année un thème différent pour la construction de son char. Cette année, c'est Bollywood qui a été retenu. Un membre de l'association répond à nos questions. Alors Yannick, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association des citoyens du quartier de Velferdin. Derrière vous se trouve donc le char pour la cavalcade de cette année. Comment s'est passée l'organisation et la construction de ce char ? On cherche toujours d'abord notre thème pour la Kapensitzung et on fait notre char en fonction de ce thème chaque année. Donc chaque année on a une remorque vide et on part de rien et donc chaque année on fait un nouveau char selon le thème de la Kapensitzung. Et est-ce qu'il existe des consignes de sécurité pendant la cavalcade que vous devez respecter pour l'ensemble du char par exemple ? Oui, tout à fait. Donc on a une sécurité. Donc bien évidemment, la cavalcade, c'est les enfants qui viennent. Donc toujours faire attention au niveau des essieux et des roues. Donc on a toujours des personnes qui sont au niveau des roues. Et en cas d'incendie, on a un extincteur toujours à bord du char, oui, effectivement.
Et quels sont les prochains événements auxquels ce char va participer? Donc dimanche, on a donc la cavalcade de Sarreguemines. Le week-end d'après, donc le 22, on a notre KBZ-Zoom à Velferdin. Et le 23, on a encore la cavalcade de Klein-Miderstroff. Comme vous l'avez vu, les chars se préparent à défiler. Mais il n'y a pas que les adultes qui ont le droit de s'amuser. Dans la salle communale de Bettevillers, les enfants ont également fêté à leur manière. Thibaut Desmerlet a participé à cette petite récréation. Interdiction aux parents de dire quoi que ce soit. À Bettevillers, dans la salle communale, l'association des parents d'élèves a organisé le carnaval des enfants. La règle est simple, il n'y a pas de règle. Les enfants ont pu s'amuser en toute liberté pendant plus de 4 heures à travers différents jeux. Vous connaissez tous la chaise musicale. Ici, ils l'ont expérimenté de différentes façons. Une bataille de confettis a été déclenchée plus tard dans l'après-midi. On ne sait pas s'il y a eu des survivants. Allez, c'est le moment de passer en revue les commentaires de nos internautes. La 92e cérémonie des Oscars s'est déroulée à Los Angeles. Sur notre page Facebook, on vous a demandé d'élire à votre tour votre coup de cœur cinématographique de cette année. Quelles ont été les réponses de nos internautes, Sandrine ? Alors Guillaume nous a écrit le film Parasite pour son scénario génialement dingue et c'est certainement pour les mêmes raisons qu'il a reçu l'Oscar du meilleur scénario original et du meilleur film. Et Jay nous dit que pour lui le meilleur film de l'année c'était La Reine des Neiges 2 qui était certainement très attendu des enfants. Mais en parlant des enfants, personnellement le film que j'attendais le plus de cette année 2019 c'était la réadaptation du film Le Roi Lion. Et franchement quand j'étais au cinéma j'ai été replongée entièrement en enfance et avec mes amis on a même chanté toutes les chansons. J'imagine, je te connais, j'imagine. Et toi c'était quoi ton film de l'année 2019 ? Alors le choix était un petit peu difficile et je sais qu'il n'a pas gagné, il a été nominé mais pas gagnant. C'était le film d'animation Klaus avec l'esprit de Noël. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment épatant, émouvant. En plus c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de regarder, mais là, j'ai vraiment adoré. Et puis, il y a peut-être autre chose que nos téléspectateurs vont adorer. C'est cet événement que vous proposez vendredi pour la Saint-Valentin. Sophie Pasteur, vous invitez les couples et célibataires à se joindre à l'association Cœur Éléphant pour un événement caritatif, Rock and Love. Alors, avant de parler un peu plus en détail de ce qu'il va y avoir pendant cette soirée, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur le but de cette association. Alors, on est une bande de copains. Et on travaille tous dans le domaine de l'enfance. On a des éducateurs, assistants sociaux, psy, enseignants, même simplement des parents. Et donc on met en place des manifestations, des événements, comme le concert de vendredi. Et tous les bénéfices, on les reverse à une association qui œuvre pour le handicap ou à un enfant handicapé en particulier, mais d'un point de vue local. Voilà, ça c'est l'objectif de l'association. Alors, l'événement musical qui va avoir lieu ce vendredi, c'est pas la première fois que vous proposez un événement musical, mais celui-ci, il aura quoi de particulier ? En fait, c'est la deuxième fois qu'on organise un concert rock. On avait déjà fait un l'année dernière, on le fait souvent, souvent. La deuxième fois, on le fait pour notre anniversaire. On a 2 ans ce week-end. Et voilà, on est sur un concert rock, mais comme c'est la Saint-Valentin, comme on est les Cœurs Éléphants, on l'a nommé Rock and Love. Et justement, le rock, est-ce que c'est parce que c'est propice à l'amour ou pourquoi ce choix ? Non, pas vraiment, c'est parce qu'on aime le rock et que voilà, c'était la 2e édition et voilà, ça avait bien marché la première fois, donc on réitère. Super. Alors, les choix se sont portés vers des groupes locaux. Oui. On a pu voir déjà quelques images d'un des groupes. Est-ce qu'on peut les présenter rapidement ? Oui, c'était important pour nous. On voulait vraiment, l'objectif, c'était de trouver des groupes locaux parce qu'on a un trésor entre les mains. On a plein de groupes très sympas dans le coin. Et donc, l'idée, c'était de les mettre en avant. Donc, le premier groupe, c'est Solstice. C'est un groupe de Montbronn. C'est Axel et Aurélien. Ils jouent du rock, pop-rock. Donc c'est 3 univers, vous allez voir, bien à part. Donc Solstice, c'est du rock, pop rock, rock anglais. Ensuite, on a Let's Work to Farm. Alors là, c'est leur propre compo. C'est un groupe de rock fermier. Voilà. C'est original. N'est-ce pas ? Oui. Et le 3e groupe, c'est les Surfing Coconuts. Alors c'est du rock californien, du surfing rock, je crois qu'on dit. Et qui revisitent ou qui reprennent les Beach Boys, les Bee Gees et même Elvis. Voilà, donc c'est très sympa. C'est 3 univers très différents et très sympas, qui se mélangent bien entre eux. Voilà. Et d'ailleurs, ils se sont prêtés au jeu de l'interview, ont joué quelques morceaux pour vous, pour l'association. Regardez ce qui vous attend.
plateau, on a dansé un petit peu, hein, on avoue. Sophie Pasteur, vous l'avez dit tout à l'heure, votre association reverse à chaque fois les bénéfices. Oui. Cette fois-ci, quelle est la structure que vous avez choisie? Eh bien, les bénéfices de Rock and Love seront reversés au diplôme de TED. C'est une association qui œuvre pour les enfants autistes dans notre région. Voilà, donc pour les personnes qui viendront le soir-là, c'est important de savoir où iront les bénéfices. Et c'est aussi l'objectif de notre association en général. Voilà. Vous avez l'habitude donc forcément d'aider de multiples associations, oui. Avec lesquelles vous avez pu déjà travailler? Donc on travaille beaucoup avec Ecréadis. On a fait 2 éditions de la Nuit des couleurs. Donc c'est une soirée de poudre colorée qu'on va renouveler le 13 juin prochain. D'ailleurs, toujours pour l'école Ecréadis. C'est une école pour enfants dyslexiques. Ah bah tiens, vous en avez même les images. Tout à fait, les images. Voilà, donc on a travaillé avec eux. Donc là, avec les diplômes de TED, c'est la 2e fois. On avait déjà fait un concert Disney pour eux. Et après, on travaille aussi pour des enfants, des particuliers. On avait travaillé pour Mathieu, voilà, pour des enfants en situation de handicap, mais j'insiste, d'un point de vue local. C'est dans la région de Sarreguemines Beach. Voilà. Et alors, on a pu voir à l'image une des actions que vous avez au long de l'année. Est-ce qu'il y en aura d'autres projets peut-être? Eh bien oui, alors comme dit, donc, pour l'année 2020, on aura en prévision le 13 juin prochain à Bettevillers la 3e édition de la Nuit des couleurs pour l'école Ecréadis. Voilà, on les suivra jusqu'au bout. Et alors on rappelle peut-être une dernière fois l'événement de cette semaine, donc le vendredi 14, en couple ou célibataire, rendez-vous à Bettevillers dans la salle des fêtes à partir de 20h. Et pour toute autre information, n'hésitez pas à vous rendre sur leur page Facebook, Les Cœurs Éléphants. Et je vois, on peut peut-être juste terminer avec ce que je vois sur la table, ces petits... Ah, bah alors, donc c'est un concert rock, mais pas que, il y aura des petites animations sur la Saint-Valentin et je vous ai ramené un petit quelque chose pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc je ne sais pas si vous êtes en couple. Oui, oui. Donc, pour maintenant, vous, ce sera nos téléspectateurs vous le sont au courant. Donc, en couple, ce sera le bracelet rouge qui vous sera remis à l'entrée. Moi, je vous le remets tout de suite. Le vert, c'est pour les célibataires. Et pour ceux qui hésitent encore, qui ne savent pas trop, c'est compliqué, ce sera du jaune ce soir-là. Ça arrive aussi, voilà. Super. Donc, pour nous, le rouge. Mais en tout cas, ça sera peut-être l'occasion d'avoir de belles histoires qui commenceront pendant cette soirée. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie, de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Merci beaucoup. Sandrine, on te retrouve très bientôt sur ce plateau. Oui. Et on vous laisse en bonne compagnie pour parler politique et élections municipales. Bonne fin de programme. Le saviez-vous? AVS Santé propose un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella et Melvina Seda, diplômées d'État, vous offrent leurs solutions pour soulager vos déplacements. Elles vous conseillent sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elles thermoformeront une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le 2e pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. L'isolation thermique des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, quels sont les avantages et les inconvénients? Isoler les murs reste l'une des priorités majeures pour améliorer le confort de son habitation, mais surtout pour diminuer ses dépenses énergétiques. Avoir des murs en pierre très épais chez soi ne veut pas dire bonne isolation. Pour réduire les pertes de chaleur, il est possible de réaliser une isolation thermique des murs par l'intérieur. Ainsi, l'aspect extérieur du bâtiment est préservé. Cependant, celle-ci engendre une diminution de la surface habitable et ne permet pas d'éliminer les ponts thermiques. Malgré un coût plus élevé, l'isolation thermique par l'extérieur reste le procédé le moins contraignant et le plus efficace, car l'inertie des murs est conservée. De plus, sa continuité sur la paroi
permet d'éliminer la quasi-totalité des ponts thermiques. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur les différentes méthodes d'isolation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Bonjour à tous et coucou Thomas, ravi de te retrouver sur ce plateau. Salut Julia, on va continuer à explorer la campagne des municipales, l'Isodo Arena, l'urne et les petites enveloppes aussi. Donc je te propose déjà d'ouvrir l'urne et de décider. Eh bien c'est parti, puisque oui, quel maire pour ma commune? En réalité, c'est vous, ce sont les électeurs, donc vous, qui allez donner les réponses les 15 et 22 mars prochains. Nous, en attendant, eh ben, on essaye simplement de donner un peu des indices, dont certains qui vont sortir de ces enveloppes magiques. Je te donne alors, de suite. Tu n'as plus besoin de l'urne. Et nous avons ici nos enveloppes. Je te propose qu'on ouvre déjà la première. Eh bien, c'est parti. Donc, je rappelle, à l'intérieur de chaque, un thème, un mot, une image. Et là, nous avons Pompéi, non, Bliesbruck. Alors, à Bliesbruck, qu'est-ce qui se passe? À Bliesbruck, eh bien, le maire sortant, Jean-Luc Lutz, est à nouveau candidat. Il mènera une liste composée essentiellement de l'équipe sortante, avec juste a priori 2-3 nouvelles têtes. Il y a aussi le conseiller d'opposition, Fabien Hafner, qui serait en train de monter une liste. Et il y a des rumeurs, en tout cas, Olivier Freiermuth du syndicat des arboriculteurs, lui, il dit avoir une liste complète. Il faut savoir qu'en 1956, par exemple, il y avait carrément 6 listes à Bliesbruck. Donc, affaire à suivre de près d'ici la fin du mois. On poursuit toujours au niveau du dépouillement, avec cette fois-ci un buste de Marianne. Sans doute que nous allons parler de la place des femmes dans cette campagne municipale. Eh bien oui, et puis vive les femmes, hein, on va dire ça carrément. En premier lieu, à Anvillers, le maire Bernard Stéclé arrête. Le premier adjoint sortant, Claude Barbian, est en tête de liste. Et il y aura 6 femmes. C'est plus que la moitié sur cette liste, où la parité n'est pourtant pas obligatoire, puisqu'il s'agit d'une petite commune. Et il n'y a pas de rumeur d'autres liste pour le moment. Mais si je ne me trompe pas, ce n'est pas la seule commune qui est dans ce cas-là. Effectivement. Il y a par exemple Meisenthal. Alors là-bas, le maire sortant Pascal Andrès ne se représente pas. Le premier adjoint Gérard Stocky mène une liste composée de 9 anciens et de 6 nouveaux. Et à noter là aussi une parité parfaite, bien que non obligatoire. 7 femmes, 8 hommes. En 2014, ils étaient 15 candidats pour 15 sièges et Gérard Stocky s'était classé deuxième avec 92,85% des voix. Et si on repart de l'autre côté du pays de Bitche, il y a un village qui ressemble beaucoup, c'est Ormersviller. Est-ce que c'est 2 villages qui sont identiques? Alors les communes non, hein, clairement, il n'y a pas 2 communes pareilles de toute façon, mais vive les femmes à Ormersviller aussi. Le maire sortant, Marcel Vogel, brigue un 3e mandat. Il faut savoir qu'il est aussi le 13e vice-président de la CCPB. Alors parité non obligatoire, là aussi dans cette commune, puisqu'elle a moins de 1000 habitants, mais la parité est respectée, le hasard fait bien les choses, 5 femmes, 6 hommes. Il y aura une courte majorité de sortants qui sont à nouveau en lice, il y a aussi 5 nouveaux. Pas d'autres candidatures connues à ce jour. Et puis sachez qu'en 2014, ils étaient là aussi 11 candidats pour 11 sièges. Et Marcel Vogel, il s'était classé 11e, mais avec quand même 85,5% des voix. Et donc je propose qu'on parte sur l'enveloppe suivante. Alors, que nous réserve comme surprise cette enveloppe? Un bulletin plié en 2 et un beau blason. Et il me semble que c'est le blason du Val de Guéblange. Alors, est-ce qu'au Val de Guéblange, on va continuer à dire Madame la maire? Eh bien, c'est bien parti pour. Maire sortante, Sonia Bourbure brigue un 2e mandat. Il n'y a pas eu d'hésitation de son côté. Pour elle, c'était une évidence de se présenter à nouveau. Sa liste, intitulée Le Val résolument, naturellement, comprend 6 sortants et 9 nouveaux,
qu'il n'était pas si facile de trouver. C'est dur de trouver des nouveaux qui s'engagent en politique, en plus dans des petites communes. Alors eux, leur fourchette d'âge va de 36 à 70 ans. Et on parlait des femmes, et bien au total, elles sont 6 femmes sur la liste, faute de combattantes, si je puis dire, parce que Sonia Bourbure aurait bien aimé qu'il y en ait 7, voire 8. Alors il faut savoir aussi qu'il y a son adjointe sortante qui est en train de monter une liste dissidente, avec aussi quelques conseillers sortants et des nouveaux candidats. Pour le moment, ils sont 10-11, mais a priori, ils ne seront pas en mesure de présenter une liste complète de 15 candidats. Mais quoi qu'il en soit, les 2 listes seront menées par des femmes. Donc oui, on dira toujours Madame le maire au Val de Guéblange. Et puis, pour la petite histoire, le point de divorce entre ces 2 femmes, c'est la maison à Pan de Bois et surtout le coût de sa réhabilitation. Et je note que tu expliques que c'est très dur de trouver des candidats. Et déjà, la semaine dernière, on avait des communes où les gens nous expliquaient que ça pouvait être compliqué de trouver des gens. Bien sûr, mais pour le moment, on a même des communes où il n'y a encore aucune candidature. Hein. Encore le temps. C'est le 27 février, c'est ça? Voilà. Alors, enveloppe suivante. Oh, Bernadette. Bernadette Soubirou. Alors, il me semble qu'elle a plusieurs fois vu la Vierge, elle a vu une femme apparaître. Est-ce qu'il y a des villages qui voient apparaître comme ça des femmes là où auparavant il n'y en avait pas? Alors oui, apparition, comme tu dis, même si c'est un peu osé, mais bon, Mouterouze, le maire sortant, Guy Hammer, se représente. Il est maire depuis 1999, donc 3 mandats et demi. Et pour une fois, il y aura 2 femmes. Je dis pour une fois parce que lors des dernières élections municipales, il n'y en avait aucune. Et en 2008, il n'y en avait qu'une. Pas non plus de suspense, en revanche, en 2014, avec 11 sièges et 11 candidats pour les pourvoirs. Guy Hammer s'était classé premier avec 97,42% des voix. Un beau score, un beau score. Alors, nouvelle enveloppe. Ça va de surprise en surprise, cette émission. Ah, cette fois-ci, ce sont juste 2 mots. C'est écrit dessus « avant-goût ». Alors, est-ce que dans certaines communes, certains candidats auraient déjà été maire, mais de manière vraiment ponctuelle? Oui, de manière très courte. Breidenbach, puisque le maire sortant, Gérard Lang, se représente, et il a la particularité de n'être maire que depuis 6 mois suite à la démission de Pierrot Fuchs. En 2014, ils étaient 15 candidats pour 11 sièges, et arrivé 5e, Gérard Lang avait obtenu 59,25% des voix. D'accord. Alors, quelle surprise va nous réserver cette enveloppe? J'adore cette émission. Ah, encore un grand bulletin avec une caméra. Et c'est vrai que cette année, c'est mon impression personnelle. Elle date quand même, cette caméra, on n'a plus les mêmes aujourd'hui. On ne travaille pas avec celle-là en mosaïque, je vous le dis tout de suite. Mais cette année, il y a quand même beaucoup de candidats qui utilisent la vidéo comme moyen de propagande. Notamment à Beach. Eh bien oui, clairement. Alors à Beach, on pouvait s'y attendre de la part de l'homme de télé qui est Victor Dos Santos, par exemple. Et effectivement, ces vidéos sont particulièrement soignées. Mais il n'est pas le seul. Tous les candidats de Beach semblent s'être donné le mot. La campagne électorale se déroule en premier lieu via des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Alors il y a aussi Pascal Leichnam, lui il a des images d'archives, des photos, des magnifiques vidéos d'animaux. Il a évidemment aussi des beaux points de vue depuis le Fort Saint-Sébastien et il a même des images aériennes filmées a priori avec un drone. Dans la vidéo de Francis Vogt, puisque lui aussi en a une, le son est à peine un peu moins bon, vous le verrez, vous l'entendrez si vous allez sur les réseaux sociaux, mais les images sont tout aussi belles et travaillées. On y voit la ville et plusieurs réalisations pour illustrer sa déclaration de candidature. Très belles images aussi dans la vidéo de Benoît Kiefer avec de beaux points de vue sur Beach et puis on le voit marcher à travers la ville en détaillant ses motivations. Alors nul doute que tout cela leur a demandé à tous de l'investissement en temps, bien sûr, parce que c'est jamais évident, puis je suis pas sûre qu'ils aient tous réussi à le faire en une prise, mais ça c'est dans les coulisses et ça restera dans les coulisses. Il faut des compétences techniques aussi, alors est-ce qu'ils les ont tous au sein de l'équipe, est-ce qu'ils ont fait appel à l'extérieur? Parce que du coup, ça demande éventuellement aussi des moyens financiers. Et justement Thomas, il serait peut-être temps que tu nous parles un peu d'argent. Alors justement, voilà, ce thème de l'argent dans la campagne électorale, je te propose que j'aille rejoindre l'isoloir pour t'en parler. Je rappelle juste que la semaine dernière, dans l'émission, on a parlé du nombre d'habitants qui était important. Eh bien, vous allez voir, cette fois-ci aussi, le nombre d'habitants va jouer son rôle.
On a pu voir l'importance du nombre d'habitants dans la composition des listes, mais il est aussi important dans l'aspect financier d'une campagne électorale. À partir de 9000 habitants, une liste doit désigner un mandataire financier. Concrètement, c'est lui qui va récolter l'argent et va le dépenser pour des tracts, pour des affiches, pour un local de campagne par exemple. Chaque candidat doit aussi respecter un plafond des dépenses électorales et là aussi, cela dépend du nombre d'habitants dans la commune. Sarreguemines est la seule commune de l'arrondissement à être concernée par ce plafond des dépenses électorales. Une liste ne peut pas dépenser plus de 30 000 € au premier tour, 41 000 € si elle atteint le second tour. Si aucune irrégularité n'est commise, les listes dépassant 5% peuvent se voir rembourser 47,5% du plafond. Et pas plus. Chaque voix compte donc pour ce remboursement, mais au fait, qui peut voter? Ça, nous en parlerons plus tard. Et donc là, nous n'avons parlé que des communes de plus de 9000 habitants, mais les communes de moins de 9000 habitants, elles aussi font campagne, elles n'ont pas de plafond, mais elles ne sont pas remboursées non plus. Enveloppe suivante. Ok. Alors, nous sommes de nouveau sur une phrase. Ce n'est pas la taille qui compte. Effectivement, quand il est question de communes, c'est aussi intéressant de s'intéresser aux plus petites communes. Un exemple ? Ben oui, il n'y a pas de raison de les laisser de côté. Alors, un exemple, Noosviller-les-Beach, 141 habitants. La maire sortante, Jacqueline Glad, se présente à nouveau. Elle mène une liste composée majoritairement de sortants, avec seulement 3 nouveaux. En 2014, ils étaient 11 candidats pour 11 sièges, et Jacqueline Glad était arrivée 11e avec 72% des voix. Pour le moment, il n'y a pas de rumeur d'autres candidatures dans cette commune qui fait partie des petits poussés de l'arrondissement. C'est notre catégorie des villages de moins de 200 habitants. Ah, petit village, mais je sens que tu as aussi des choses à dire sur un village encore plus petit. Et oui, encore plus petit. 3 de moins. À Zambourg, 138 habitants. Le maire sortant, Jean-Pierre Muller, se représente. Alors, ils seront 6 sortants sur cette liste. Le maire, un adjoint et 4 conseillers. Au total, il y a 4 femmes sur la liste. En 2014, ils étaient 11 candidats pour 11 sièges. Et Jean-Pierre Muller s'était classé 9e avec 74,66% des voix. Et puis, il y a une commune qu'on pourrait classer dans les petits poussés, mais qui a déjà un certain nombre d'habitants. On va dire que c'est un grand petit poussé, Sturzelbraun. Ouais, c'est le plus grand des petits poussés, mais moins de 200 quand même encore. Alors là-bas, le maire sortant, Guillaume Krause, est candidat pour un 2e mandat. Il repart avec 3 anciens colistiers et 7 nouveaux, qui n'ont pas été faciles à trouver. Là non plus, ils le disent souvent, c'est pas facile. Et c'est souvent, effectivement, encore plus difficile dans les toutes petites communes. Alors ici, pas d'obligation de parité, mais il y aura tout de même 4 femmes, dont la plus jeune personne de la liste, 27 ans. Et par ailleurs, il est fort probable que le conseiller sortant, Gérard Lepère, présente à nouveau sa candidature en solo, donc un opposant. Ce qui est possible dans les petites communes, on le rappelle, puisqu'il n'y a pas de liste, donc chacun peut devenir candidat individuellement. Je te propose une petite pause vidéo. Mosaïque Cristal est allé dans la rue pour demander aux passants, pour eux, qu'est-ce qui était important dans le rôle d'un maire. Donc voilà, c'est un micro-trottoir de Francis Hoffman et de Aude Carman. À l'écoute tout simplement, de l'engagement pour la ville. De bonnes choses, un peu plus de mouvement dans la ville, je pense. Je dirais plus de sécurité aux abords des écoles. Parce que souvent, dans certaines rues, les abords des écoles, ça devient une piste de course pour les voitures. Et donc, je pense qu'il faudrait sécuriser ça. Un peu plus pour les jeunes. Plus d'événements pour justement animer plus la ville. Plus peut-être de manifestations dans les communes, ça c'est ce qui manque. Qu'on arrête les grandes zones commerciales et qu'on réunit tout dans le centre. Ça serait vraiment bien pour le commerce, quoi. Alors, comme partout, c'est la sécurité d'abord. C'est à lui de faire en sorte que les gens soient attirés par cette commune, que les gens s'y plaisent aussi. C'est toujours intéressant comme ça d'avoir un peu des échos de la rue dans une émission comme celle-ci. Surtout que ce sont les gens qui votent. Hein. Exactement. Enveloppe suivante. Ok. Enveloppe suivante. Alors, surprise. Un beau panneau stop. Certains élus
ne se représentent pas. Ils arrêtent leur carrière de maire. Est-ce qu'il y a des villages qui sont dans le cas ici, dans l'arrondissement? Alors il y en a beaucoup. Il y a Bidin par exemple. Le maire Christian Martinet arrête. Il y aura du suspense cependant parce qu'il devrait y avoir 3 listes, une menée par Monique Ruff, une par Blandine Muller et une par Jean-Luc Krebs. En 2014, il n'y avait qu'une seule liste à Bidin et notez que les 2 femmes têtes de liste étaient déjà dans la course puisque Blandine Muller est conseillère municipale sortante et Monique Ruff est actuellement adjointe. Et il y a un village où j'ai cru remarquer que le maire n'était pas tête de liste, c'est Houndelin. Oui. Parce qu'il y en a qui arrêtent, mais qui continuent. Parce qu'à Houndelin, le maire sortant, Olivier Hague, il est à niveau candidat, mais donc cette fois-ci pas en tant que tête de liste. Il sera sur la liste menée par son premier adjoint, Denis S. Mais ils vont devoir faire face à une candidature dissidente. La conseillère sortante Patricia Monpère, qui est aussi conseillère communautaire d'ailleurs à la Casque, qui était 8e sur la liste d'Olivier Hague en 2014, mènera cette fois une liste concurrente. Et puis la situation, elle est un peu différente, mais à Neufgrange aussi, le maire garde le pied un peu dans la porte. Hein. Oui, il garde un pied dans la place. Le maire sortant, c'est donc Gérard Lédigue. Il se représente et donc lui aussi, pas en tant que tête de liste, c'est son adjointe Sandrine Monpère qui sera en tête de la liste, composée en grande majorité de sortants, dont Jean-Bernard Bartel, vice-président de la Casque. Pour le moment, il n'y a pas de rumeur de liste concurrente à Neufgrange et en 2014, il n'y avait qu'une seule liste. Alors, des communes avec une seule liste, on en a déjà aussi un peu parlé la semaine dernière, mais ce type de commune monoliste, est-ce que c'est vraiment courant ? Alors oui, c'est courant et a priori il y en aura beaucoup. De là à faire des pronostics sur le nombre, c'est impossible, c'est beaucoup trop tôt puisqu'on n'arrête pas de le dire et on ne le dira jamais assez. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 27 février en sous-préfecture de Sarreguemines. Donc d'ici là, c'est impossible d'être sûr que même si à l'heure actuelle il y a une seule liste, il n'y en aura vraiment qu'une à l'arrivée. Mais moi, j'ai l'impression que la commune d'Obergaibach se dirige à nouveau vers une situation de monopole. Le maire Jean-Marie Weibel se représente. Il est maire depuis 2008. Il est candidat donc pour un 3e mandat. Sa liste, composée essentiellement de conseillers sortants, comprend aussi 4 nouveaux. Et au total, il y a 4 femmes sur cette liste. Pour le moment, donc, aucun autre candidat ne s'est fait connaître. En 2014, ils étaient 11 candidats pour 11 sièges. Et Jean-Marie Weibel s'était classé 10e avec 75,6% des voix. Mais c'est fou parce que dans ces communes avec une seule liste pour le moment, dans cette émission, on n'a parlé que de communes du Pays de Bitche. Ne me dis pas que c'est une spécialité bitchoise de faire des communes à une seule liste. Hein. Non, absolument pas, parce que par exemple sur le territoire de la Casque, ça devrait être le cas aussi à nouveau, je dirais, à Rémerin-les-Puclanges. Le maire sortant, Jean-Luc Échivard, se représente. Sa liste s'intitule « L'avenir de Rémerin-les-Puclanges ». 3 adjoints et un conseiller sortant sont sur la liste. Et pour le moment, aucune autre candidature ne s'est fait connaître. En 2014, il n'y avait qu'une seule liste. Mais en monoliste qui soit du côté du Pays de Bitche, il y en a une autre dont on peut parler aussi, c'est Rimelin, parce que Rimelin, c'est un peu le même topo. Le maire sortant, Éric Emer, depuis 1995, se représente à la tête de la liste Rimelin passionnément avec et pour tous. Il vise un 5e mandat avec essentiellement son équipe sortante, seulement 2 nouveaux, ou plutôt nouvelles. Il y aura 4 femmes, dont ces 2 nouvelles qui remplacent 2 anciennes des sortantes qui ne se représentent pas, et pas d'autres candidatures pour le moment. En 2014, ils étaient 15 candidats pour les 15 sièges, et Éric Emer, qui est aussi le premier vice-président de la CCPB, s'était classé 4e avec 87,65% des voix. Mais avant qu'on parle d'autres communes, Thomas, dans cette émission, parce qu'on s'adresse quand même à tout le monde et en priorité aux électeurs, alors je voudrais que tu nous expliques concrètement qui va pouvoir voter les 15 et 22 mars. Alors pour ça, il va falloir que je retourne dans mon isoloir favori. C'est parti ? J'y vais. Alors, ce n'est pas le tout de parler des candidats, mais au fait, qui peut voter ? Pour pouvoir déposer son petit bulletin dans l'urne, il faut répondre à plusieurs conditions. Pour certaines, nous les connaissons déjà. Avoir 18 ans le jour du vote, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne, ne pas avoir été privé de son droit de vote par une décision de justice ou par une mise sous tutelle par exemple, et être inscrit sur les listes électorales. Et pour vous inscrire, vous aviez jusqu'au 7 février.
Et là, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour certains d'entre vous, vous qui êtes nés après le 7 février, mais avant le premier tour. Vous pourrez aussi voter. L'inscription sur les listes électorales se fait normalement automatiquement, mais vous pouvez la vérifier sur le site service-public.fr. Voici l'adresse en plus grand, service-public.fr, sous la rubrique « Interroger sa situation électorale ». Et si vous n'êtes pas inscrit d'office, direction la mairie. Vous qui êtes né entre le 7 février et le premier tour de l'élection, vous avez jusqu'au 5 mars pour vous inscrire. C'est d'ailleurs la même chose pour ceux qui fêteront leurs 18 ans entre le premier tour et la veille du second tour. Ceux-ci ne pourront naturellement voter qu'au second tour. Une autre obligation, il faut se déplacer au bureau de vote. Il n'y a pas de vote par correspondance ni de vote par Internet. Et si vous n'êtes pas présent pour l'un ou les deux tours de l'élection, la seule possibilité pour voter est de faire établir une procuration au tribunal d'instance, au commissariat de police ou à la gendarmerie. C'est alors la personne de votre choix, à la seule condition qu'il soit inscrit sur les listes électorales de votre commune, qui votera à votre place. Savoir qui peut voter, c'est bien. Mais savoir comment se déroule l'élection et comment sont désignés les vainqueurs, c'est encore mieux. Mais ça, nous en parlerons une prochaine fois. Et puis côté procuration, dans certaines communes où il y a plusieurs bureaux de vote, j'ai bien parlé de personnes qui vivent dans la commune. C'est-à-dire que si la personne à qui on donne la procuration vote dans un autre bureau de vote, il n'y a pas de souci. Il aura juste à se rendre dans son propre bureau de vote pour son vote et dans le bureau de vote de la personne pour qui il va voter après pour utiliser la procuration. Donc il suffit que ça soit quelqu'un qui est dans la commune. C'est ça. Nouvelle enveloppe. Et cette fois-ci, encore un panneau. Après le panneau stop, voici le panneau. Un train peut en cacher un autre. Et effectivement, un train peut en cacher un autre. Mais est-ce qu'un maire peut en cacher un autre? Eh bien, évidemment. Et là, coup de théâtre, je vous le dis, c'est un vrai coup de théâtre à Ypelin. Contrairement à ce qu'il disait en fait depuis plusieurs années, eh bien, le maire sortant Philippe Légateau va finalement se représenter. La candidature de l'ancien maire Patrice Kiel n'y est sans doute pas étrangère. Comme à Arun, dont on parlait la semaine dernière, il y aura donc un combat de maire à Ypelin. En 2008, Philippe Légateau avait été élu dès le premier tour avec 249 voix, tandis que Patrice Kiel avait dû attendre le second tour pour se faire élire conseiller municipal d'opposition avec 209 voix. En 2014, il n'y avait pas eu de suspense, avec 15 candidats pour 15 sièges, et Philippe Légateau s'était classé 9e avec 88,04% des voix. 2 adjoints et 4 conseillers sortants seront sur la liste de Philippe Légateau, et cette liste comptera 6 femmes, dont 4 nouvelles. Elle n'est pas encore déposée en sous-préfecture, mais elle est déjà complète, et on attend d'en savoir plus concernant la liste de Patrice Kiel. Il me semble aussi qu'à Ypelin, un des thèmes de la campagne sera la salle à côté du stade de football, puisque c'est un projet qui tient à cœur au maire sortant. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on en entende parler encore à Ypelin pendant la campagne. Oui, puis si vous voulez l'inaugurer, il fallait bien qu'il continue, donc il se lance dans la course. Alors, on a un autre village où ce ne sont pas 2 maires qui s'affrontent, ce n'est pas un combat de maires, mais un combat d'adjoints. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors par exemple à Villeurwalde, puisque le maire sortant depuis 12 ans, Albert Maslow, arrête. Et l'actuel premier adjoint, Henri Axer, mènera la liste sans étiquette Bien-être à Villeurwalde, tous ensemble pour le village, avec 2 autres sortants. Et il y a un autre adjoint sortant, Patrick Mort, qui mènera une liste concurrente avec 7 sortants. Ensemble pour tous. Je suis sûr que c'est ce qui arrive dans l'enveloppe là, parce que je l'ai préparé. Non, j'avoue, c'est une des communes. C'est toi qui l'avais écrit, celle-là? C'est moi qui l'ai écrit et j'ai reconnu le pli. Je le montre, hein, je ne mens pas. Ensemble pour tous. Ça fait très slogan de campagne. Et donc à Lemberg, c'est un peu la question qui se pose. Ensemble ou pour tous? C'est très clairement la question que doivent se poser les électeurs de Lemberg, puisque le maire sortant, Patrick Klein, qui est aussi 12e vice-président de la CCPB, se représente et il sera à la tête de la liste Lemberg pour tous. Donc là, on a le tous. Et ça sera avec 8 anciens colistiers et 6 nouveaux. Et il y a une autre liste, Ensemble, évidemment, puisqu'on disait ensemble. Donc elle s'appelle Ensemble, un nouvel élan pour Lemberg et elle est menée par Paul Schaeffer. En 2014, ils étaient déjà tous les deux tête de liste.
Il y en avait une troisième aussi. Et l'élection s'était malgré tout jouée dès le premier tour. La liste menée par Patrick Klein avait obtenu 50,79% des voix et 12 sièges. Avec 20% des voix, Paul Schaeffer avait été le seul élu de sa liste. Prochaine enveloppe, là je ne vais pas pouvoir être devant. Ah, un bel arbre généalogique. Alors, est-ce que dans certaines communes, finalement, l'élection municipale, c'est aussi une affaire de famille? Est-ce qu'il y a des dynasties municipales? Alors, de manière vraiment emblématique dans l'arrondissement, c'est Wolminster. Le maire sortant, Daniel Schaaf, arrête. Il est maire depuis 2001, il est au conseil depuis 1977, mais pour la petite histoire familiale, son père, Antoine Adam Schaaf, était maire déjà de 47 à 77. Alors il faut savoir quand même que Daniel Schaaf, il voulait rendre les clés de la mairie déjà en 2014, mais bon, tout le monde l'a poussé, donc il a accepté. Sa condition pour ce dernier mandat, c'était que ça ne soit pas lui qui siège à la CCPB, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est son adjoint David Suc qui représentait la commune durant ce mandat. Cette fois, Daniel Schaaf raccroche vraiment son écharpe. La liste sera menée par l'adjoint sortant Jean-Michel Eckel. Et si on veut poursuivre la saga familiale, dans la liste qui part cette fois, eh bien, il y a le frère de Daniel dessus, Pierrot Schaaf. Donc la famille Schaaf risque de continuer à avoir les clés de la commune, et ce depuis 70 ans. Et à la limite, on pourrait même déjà dire depuis un siècle, en gros, puisque le grand-père et l'arrière-grand-père avaient déjà fait le job eux aussi. Donc voilà, cette saga devrait se poursuivre puisque du moins pour le moment, il n'y a pas d'autres candidatures à Wolminster. D'accord, donc une affaire aussi à suivre. Dernière enveloppe. Moi j'ai quand même déjà eu beaucoup de surprises. Celle-là, je me demande ce qu'il y a dedans. On va faire un peu jouer le suspense pour que... Et elle est vide. Mais c'est ça le vrai suspense. Et finalement, le suspense dans une élection, ça joue beaucoup. Par exemple, Rallin, il me semble que du suspense, il va y en avoir. Ben oui, c'est une tradition. Alors là-bas, le maire sortant Jérôme Grosse arrête et il devrait y avoir, comme d'habitude, 2 listes à Rallin. Apparemment, c'est une habitude, donc forcément du suspense. Alors il y a une liste qui sera menée par le premier adjoint sortant, Jean-Luc Jacobi, avec plusieurs conseillers sortants. Et il y a l'actuelle conseillère d'opposition, Marie-Claude Nozal, qui mènera la 2e liste. Et puis côté suspense, il y a une autre commune qui, à mon avis, va aussi bien s'en sortir, c'est Rohrbach-les-Bitches. Eh oui. Le maire sortant, Vincent Seltlinger, se représente. Il est aussi actuellement 4e vice-président de la CCPB. Il repart avec quasiment la même équipe et il sera à la tête de la liste intitulée Rohrbach plus loin. Une autre liste intitulée Rohrbach un nouvel horizon sera menée par le conseiller sortant Pascal Dalem. Il était en 2014 sur la liste menée par Didier Marcel, mais qui n'avait remporté que 4 sièges. Or, il était 5e sur cette liste. Mais suite à une démission un mois en gros après les élections, il était finalement entré au conseil municipal. Alors sur la liste de Pascal Dalem figurent notamment 2 candidates dissidentes. En 2014, elles étaient sur la liste de Vincent Seltlinger. Cette fois, elles sont sur la sienne et il s'agit d'Arlette Meyer et de Josiane Niederberger, qui est la veuve de Louis Niederberger, qui était maire de Rohrbach de 2008 à 2013. Voilà, des choses qui sont vraiment intéressantes à suivre. C'est toujours un peu palpitant ces élections et ces campagnes électorales pour un peu voir comment ça se passe dans les différentes communes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va encore avoir 2 émissions pour parler de toutes les communes dont on n'a pas encore parlé. Donc je dirais, Julia, la semaine prochaine, même lieu, même heure? Eh bien absolument, puisque rendez-vous tous les mardis de février sur Mosaïque Cristal pour parler des municipales. Et puis l'émission Quelle maire pour ma commune est aussi à voir et à revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Très bonne journée à tous.